Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, Élémentaire, 4e long métrage des studios d'animation Pixar à avoir été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en mai dernier. Un film touchant qui aborde les thèmes de racisme, d'amour ainsi que de l'importance et de l'influence de la famille. La lumière est un élément clé pour la réussite d'un film. On en parle ce soir avec notre invité du jour, Samuel Breton. Enfin, avec Mathieu, nous verrons quel regard porte la jeune génération sur la Shoah, le génocide du peuple juif par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Alors c'est une spéciale film d'animation ce soir que je vous propose et on commence tout de suite avec le film Élémentaire. À Element City, les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre vivent en harmonie. La jeune flamme habite avec ses parents qui tiennent un magasin, mais un jour, les canalisations explosent au sous-sol et la boutique est menacée de fermeture. Le jeune Flack rentre alors en scène, ce qui annonce les prémices d'un amour naissant. On regarde tout de suite la bande-annonce. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Les éléments ne se mélangent pas. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Hey! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Suis-moi! On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Attends, regarde ça! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. C'est ici que t'habites? Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a 2 enfants qui doivent nager quelque part. Marco! Polo! J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Goûtez donc cela. Arrête, ils sont trop chauds ceux-là. J'adore quand ça brûle. Tu vois? Ils se régalent. Un film à retrouver dans vos salles de cinéma habituelles dès demain. Enfin, le film Ruby, l'ado Kraken. Ruby a 16 ans, elle apprend qu'elle descend des légendaires Kraken des mers et que comme sa grand-mère, elle va devoir monter sur le trône en tant que reine guerrière. Son rôle en tant que Kraken, protéger les océans du monde des sirènes vaniteuses et avides de pouvoir. On regarde tout de suite la bande-annonce.
t'a donc jamais dit que tu étais de sang royal? Les femmes de notre famille sont toutes dotées du fabuleux pouvoir de se changer en grande kraken. Pardon? Ruby, tu es une princesse. Adresse-toi à tes sujets. Je crois que je vais avoir la crise de panique du siècle. Allez Ruby, t'as juste à passer une journée totalement ordinaire. Ça va aller. Je me sens décalée. Je suis juste Ruby Gilman, une ado normale. Mais c'est nul ça. Tu as des pouvoirs que tu n'imagines même pas. Tu es la protectrice de toutes les créatures de l'océan. C'est à toi d'arrêter ces sinistres sirènes. Mais les gens aiment les sirènes. Oh, mais bien entendu, les gens sont stupides. Comment utiliser mes pouvoirs? Tu es prête? Voyons de quoi tu es capable. Mode carapace. Les yeux laser. Comment on arrête ça? Presque. C'est le moment de voir plus grand. On se retrouve tout à l'heure pour que tu m'aides avec les cours, ok? Je ferai tout pour toi, beau gosse. Pardon? Je veux dire boss. Tu seras un boss. Tu seras un boss en maths. T'auras la base des maths, quoi. En fait, je préférais la toute première version. Un film à retrouver en avant-première ce samedi dès 15h30. Alors au cinéma, le rôle de la lumière est essentiel. Sans elle, le film n'aurait aucune texture, aucun charme, voire aucune âme. On en parle ce soir avec notre invité du jour dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Samuel. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Mais de rien. Merci pour l'invitation. Alors, tu es électricien de tournage dans le cinéma depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Alors, ça fait plus de 15 ans que tu participes à des courts-métrages donc, locaux. Alors, on ne va pas tous les citer, mais il y a entre autres ceux de Roland Rossero, également ceux de Manuela Ginestre ou encore ceux d'Erwan Bournet. Sachant que ta première expérience au pays, c'était dans le film Louise Michel, en 2009 de Solveig Hanspach. Ça devait être un challenge pour toi ou... Oui, en fait, c'était un petit retour dans le métier parce que j'avais quitté Paris où je travaillais dans le cinéma à l'époque. Et puis, arrivé ici, j'avais un peu envie de m'intéresser au pays, voilà, rencontrer les gens d'ici. Donc, je ne me suis pas tout de suite lancé dedans. J'ai fait beaucoup d'intérim, voilà, des petits boulots. Et puis, quand le tournage est arrivé, par contre, ça a été l'occasion de remettre le pied dedans, on va dire. Alors, que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment en es-tu arrivé là? Quel a été ton parcours, en quelques mots? En quelques mots. Faudra simplifier. Hein. Ouais, je vais faire vite. Déjà, alors, j'ai eu la chance, pour mon cursus, j'ai eu la chance d'avoir un bac scientifique. Et du coup, j'ai pu faire une formation pour adultes, qui était à un niveau BTS audiovisuel, en fait. Donc, j'ai fait ça. Et puis, après, je suis monté sur Paris. J'ai travaillé à la télé, principalement, au début, pendant 3-4 ans. Sur des gros plateaux, les gros plateaux TF1, M6 et tout ça. Et puis après, j'ai doucement bifurqué vers le cinéma, en fait. D'accord, ok. Alors quand je parle de cinéma, ça inclut les films, les longs métrages, les courts métrages, moyens métrages, et aussi la pub et les clips. Oui, c'est un ensemble, en fait. Ouais, voilà. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de technicien lumière? C'est ça qu'on dit, hein? Sur un plateau de tournage. En gros, on installe les projecteurs. Il faut avoir aussi des notions d'électricité, bien sûr, parce qu'il y a toujours des histoires de puissance et d'équilibrage des faces, par exemple, si on travaille en triphasé. Mais voilà, donc c'est mettre en valeur une scène. Alors, soit on pose les projecteurs où on nous demande de les poser, soit après, il y a différents métiers, en fait, dans la lumière. Et on peut être un simple électricien. Après, au-dessus, il y a le chef électricien, c'est celui qui commande. Et au-dessus du chef électricien, il y a le directeur photo. Et le directeur photo, c'est lui qui conçoit la lumière, en fait. Ok. Ouais, c'est une sacrée équipe, quand même.
Oui, bah, le cinéma, c'est très hiérarchisé. C'est un peu militaire. Ça pourrait ressembler à ça, quoi. Parce qu'il faut que ça file, en fait. Faut que ça tourne. Ça coûte cher. Et donc, il faut être efficace. J'imagine bien. Alors, comment se passe le travail de préparation d'un tournage lorsque l'on est technicien lumière? J'imagine qu'en amont, il y a comme du Oui, boulot. alors, il y a ce qu'on appelle les repérages. Donc, on va sur le décor. Et puis on peut déterminer par exemple les cadres que le réalisateur a envie d'avoir dans son film. Et du coup là on voit par exemple par rapport à l'exposition du soleil si ça nous arrange ou si c'est plutôt désavantageux. Après quand c'est en intérieur, voilà, c'est savoir quelle ambiance on veut pour cette séquence par exemple. Si on veut une ambiance tamisée ou plutôt une ambiance très lumineuse. Voilà, donc en fait c'est amener un style à l'image, je dirais ça comme ça. Il faut quand même pas mal de matériel, non? Oui, ça dépend des projets. Mais oui, en fait, oui, en général, le matériel lumière est assez conséquent. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, en fait, c'est le fait de... Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de créer quelque chose à plusieurs. Travail d'équipe. Cette dynamique de groupe, ouais, tout à fait. Ce travail d'équipe fait que, en fait, on arrive toujours à des résultats souvent voulus, mais des fois aussi pas anticipés. Et puis voilà, enfin, moi j'aime travailler, être satisfait de ce qu'on fait. Enfin voilà, aller chercher l'excellence. C'est un grand mot, mais voilà. Et aussi trouver des solutions. Voilà. En fait, c'est beaucoup de ça sur un tournage. C'est comment faire au plus simple, le plus efficace. Bon, voilà. C'est trouver des solutions à des problèmes temporaires, on va dire. Être technicien lumière, c'est aussi être un artiste. On peut dire ça? Il y a différentes fibres. Disons que, alors moi, effectivement, j'ai une fibre un peu artistique. Ce qui fait que, voilà, de technicien à lumière, par exemple, facilement, je suis passé, depuis quelques années, je réalise aussi un petit peu. D'accord. Moi, je suis à la caméra aussi, régulièrement. Bon, oui, il faut quand même avoir déjà des notions d'image. Donc, c'est vrai que c'est bien si on connaît le cinéma, si on connaît la peinture. Tout ça, ça peut quand même aider. C'est aussi un métier qui est assez diversifié. Je veux dire, tu l'as dit en début d'émission, voilà, tu peux travailler pour la télé, le théâtre, le cinéma. Ça te plaît aussi? Oui, en fait, alors il y a ce troisième point aussi qui est intéressant dans le métier, c'est que moi, tous les matins, je me lève pas à la même heure pour aller au bureau. Je vais jamais... les décors sont toujours différents, les protagonistes, les gens que je rencontre sont tout le temps différents. Donc oui, c'est un peu la richesse du métier aussi. L'industrie du cinéma n'est pas encore très développée dans le pays. Et du coup, si on veut ramener de l'argent à la maison, faut quand même... Bien sûr. C'est bien d'avoir plusieurs compétences. Quels sont tes projets futurs, Samuel? Alors, mes projets futurs... Personnellement, je suis là sur 2 projets de réalisation de clips. Donc je peux citer les artistes, il y a Chavi, bien sûr, c'est avec lui que je fais beaucoup de clips depuis quelques années. Et je suis sur un projet avec Kidam. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est les projets à venir de cette année, on va dire, à venir de cette année. Et après, je touche du bois, mais pour l'année prochaine, j'espère que le long métrage va venir en Nouvelle-Calédonie. On va bientôt faire des longs métrages en Calédonie. Toi aussi, tu réalises un documentaire, non? Alors oui, effectivement, l'année dernière, j'ai réalisé mon premier documentaire de 26 minutes avec Latitude 21, qui est une production locale. Voilà, donc c'était très intéressant. C'était sur quoi exactement? Alors moi j'ai choisi, comme c'était mon premier film, la production m'a dit que je pouvais choisir mon sujet, et s'il correspondait un peu à leur ligne éditoriale. Bon, et j'ai choisi l'agriculture urbaine, parce que je suis un peu là-dedans aussi.
Et donc voilà, j'ai fait un film sur Sari Wedin. Je vous invite à aller le voir sur le replay de NC La Première. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Quand tu es sur un plateau de tournage, est-ce qu'il y a des réalisateurs avec lesquels tu préfères travailler ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaise expérience, hein, parce que c'est un métier, à moins qu'il y ait un discours auquel j'adhère pas, mais autrement, voilà, c'est toujours justement un travail de collaboration, donc d'entente, et on essaye de travailler ensemble et d'élever tout techniquement, artistiquement. Il y a vraiment un échange en fait. Oui, il y a un échange. Alors, il peut y avoir un échange pour, par exemple, pour la conception d'une lumière, voilà, savoir ce que le réalisateur veut comme ambiance. En tout cas, voilà, il y a vraiment un échange entre... Oui, il y a un échange et il y a de la discussion pour essayer en fait d'être précis. En fait, faire de l'image, c'est compliqué. Tous ceux qui ont essayé de faire des films, ils se rendent compte que c'est pas facile d'avoir un truc qui ressemble à ce qu'on voit tous les jours à la télé ou au cinéma. Le rendu est difficilement atteignable. Dernière question, Samuel. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes Calédoniens et Calédoniennes qui aimeraient exercer ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est un métier passionnant, mais qui est pas facile, parce que, à moins d'être salarié, moi je suis pas tenté, donc il y a toujours la peur du lendemain, enfin voilà. Mais autrement, faut y aller en fait, faut suivre son instinct, c'est un métier d'avenir, l'audiovisuel, le multimédia, tout ça, c'est vraiment il y a du boulot, même localement, c'est intéressant quoi. Donc faut qu'ils foncent. Au lycée La Pérouse, il y a une filière audiovisuelle. D'ailleurs, je suis intervenant là-bas depuis 8-9 ans aussi. Et voilà, donc ça donne les bases un petit peu au lycée. Et puis après, voilà, ça permet d'aller faire des études de cinéma ou d'audiovisuel, soit en France, soit en Australie, enfin, où on veut. Samuel, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi. Bonne continuation pour la suite de tes projets. Alors finalement, celle qui tient le premier rôle au cinéma, c'est bien la lumière. Alors le cinéma, je le dis depuis le début de cette émission, donc au mois de mars, nous fait rêver, éveille notre imaginaire, nous interpelle également sur des sujets de société que l'on retrouve également dans les films documentaires. On en parle tout de suite avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va toujours bien sur ce plateau. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir, je vais vous parler d'un film de 70 minutes qui s'appelle, tenez-vous bien, Léo, les adolescents face à la Shoah. Alors c'est un film du réalisateur Sebastiano Dalla Valva qui pose une question simple. Comment peut-on au XXIe siècle, aujourd'hui, transmettre l'histoire de la Shoah, donc du génocide des Juifs, aux jeunes générations, aux adolescents, alors que finalement, les derniers témoins, les dernières victimes s'éteignent petit à petit. Il ne restera bientôt plus que les livres d'histoire et les lieux historiques pour nous raconter d'une certaine façon cette histoire. Donc c'est la question que pose ce documentaire, coproduit par l'association Convoi 77 et la société de production Canary Film. Son réalisateur, du coup, Sebastiano Dalla Valva, a suivi des élèves de 3e au collège de Charles Péguy de Palaiseau en région parisienne. On va regarder un extrait et on réagit juste après, Stéphanie. Donc le projet Convoi 77 travaille sur le dernier grand convoi parti de Drancy vers Auschwitz. Et donc dans ce convoi se trouvait Léo Kohn et on va essayer de savoir qui il était. Je me demande si cette histoire peut encore résonner chez des jeunes nés au XXIe siècle, ce qui se révèle d'eux et de nous tous quand nous y sommes confrontés. Est-ce que tu penses que l'enseignement de la Shoah est pertinent aujourd'hui? Oui, je veux dire,
c'est important d'en reparler puisque ça nous apprend à corriger ce qu'on a fait avant, à éviter de refaire les mêmes erreurs. Est-ce que tu pourrais me exprimer un autre point de vue sur cette question? À part, par exemple, les Juifs, aujourd'hui, je pense que le reste du monde s'en fout un peu. Donc, je ne crois pas que ce soit trop important de reparler de la Shoah, puisque c'est passé, quoi, donc c'est fini. Il y a longtemps qu'on ne nous appelait plus par notre prénom, mais là, on ne nous appellera pas non plus par notre nom. Nous sommes tous affectés d'un numéro matricule. Et ce numéro matricule est tatoué sur notre corps. Combien de temps après votre déportation vous avez décidé de raconter votre histoire? Alors concrètement, Mathieu, ça consiste en quoi ce projet éducatif? Alors finalement, ce projet éducatif, il consiste à réaliser une véritable enquête sur cet homme-là, qui s'appelle Léo Cohn. Donc c'est ça, un petit peu reconstituer son histoire. Et le temps d'une année scolaire, finalement, le réalisateur va suivre toute une année ces jeunes dans la réalisation de ce travail. Et le projet s'appelle Convoi 77, comme on l'a dit. Et donc, c'est une véritable enquête qui va être réalisée par ces adolescents. Et est-ce qu'on l'a choisi par hasard, ce Léo Cohn? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais par contre, on apprend énormément de choses, du coup, sur ce personnage. Il était professeur d'hébreu, c'était un musicien, c'était un homme charismatique et surtout, il était résistant et qu'il avait monté un réseau de passeurs pour faire traverser la frontière finalement aux personnes recherchées par l'autorité allemande, donc recherchées par la police allemande. Et on sait surtout qu'il a été arrêté à Toulouse finalement par la Gestapo alors qu'il s'apprêtait à traverser les Pyrénées en toute clandestinité. Est-ce que finalement les jeunes se sentent concernés par cette histoire? Eh ben, c'est compliqué parce que finalement, les jeunes, c'est une histoire qui est déjà assez loin pour eux et puis qui est très dure. Donc, ils mettent une certaine distance finalement avec cette histoire-là. Caroline, je cite les noms des enfants, Caroline, Sarah, Maury, Mauricio, Salomé et Guillaume sont des adolescents partagés entre leur héritage familial et l'émergence de leur propre regard sur le monde. Parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est à un moment donné où on commence à se faire une propre opinion, sans arrêt avoir l'opinion de ses propres parents. Entre indifférence et prise de conscience, détachement et émotion, l'histoire du génocide des Juifs commence à entrer en résonance de manière inattendue lorsque des liens se tissent avec leur propre histoire. Et finalement, c'est ça un petit peu la magie de ce documentaire ou de cette histoire. En fait, c'est un projet de classe qui dure 1 an avec, comme on peut l'imaginer, des heures de cours par semaine consacrées à ces recherches, des visites sur les sites historiques de la Shoah et surtout des rencontres avec des victimes, comme on a pu voir cette victime-là, ce monsieur qui s'appelle Daniel Urbechtel, qui est l'un des rescapés du camp, de ce camp de l'horreur d'Auschwitz. Il sera un des plus jeunes, finalement, rescapés du camp. Et alors, la différence, tout ce qui fait... l'originalité de ce projet, finalement, c'est le côté inclusif et participatif qui permet, sur une année, aux enfants de prendre part, finalement, à l'enquête. Ils font eux-mêmes les recherches, donc ils s'investissent eux-mêmes dans ces recherches. Et finalement, c'est là toute la différence dans cet apprentissage. L'histoire de la Shoah restera-t-elle finalement une histoire vivante qui traversera le temps, ou au contraire, est-ce qu'elle deviendra une sorte de mythe lointain, inaccessible? C'est la question qui mène ce documentaire du début à la fin. Et résultat de l'enquête qu'on ne voit pas dans le film finalement, c'est que il y aura un vrai compte-rendu, une vraie biographie qui sera rendue publique, et une biographie documentée de Léon Cohn qui sera réalisée par cette classe de 3e. Merci Mathieu. Et voilà, tout un programme. Merci à toi Stéphanie. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 26 juin dès 19h55. Alors notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Belle soirée à vous. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.